Numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. C'est autour de cette thématique centrale que seront convergées les idées au cours de cette semaine du numérique qui s'étend sur la période du 4 au 8 novembre 2024. Ce mardi, entre autres communications, les participants ont été entretenus sur les différentes étapes ayant permis d'aboutir au bouquet de la télévision numérique terrestre TNT. Ces kits de réception ont été mis à disposition pour que les populations puissent les acquérir. Nous sommes dans un domaine très évolutif et en dehors des kits de réception que nous vendons, vous verrez sur le marché aussi des téléviseurs nouvelle génération qui ont déjà des décodeurs intégrés. Donc tous ces équipements peuvent servir à récupérer ou à capter la TNT au Bénin. La TNT, c'est du contenu et rien que du contenu. Les kits TNT sont disponibles dans les mairies et après subvention de l'État, cette kit de réception coûte 5 000 francs. Médias en ligne au Bénin, de l'ombre à la lumière, c'est le thème de la communication animée par le président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, Barnabas Orokouma. Il a évoqué les différents défis auxquels font face les médias en ligne au Bénin. Nous avons abordé les défis auxquels ces médias en ligne sont confrontés aujourd'hui. Le défi de la qualité, le défi du professionnalisme, le défi d'un modèle économique qui permet aux médias en ligne de vivre de ce qu'ils font, aux médias en ligne de pouvoir offrir aux journalistes qui travaillent dans les différentes rédactions de bonnes conditions de travail, des défis qui constituent pour les médias en ligne de pouvoir asseoir leur crédibilité à travers des contenus de qualité, des contenus professionnels qu'ils diffusent. Les médias en ligne doivent pouvoir être des canaux digitaux où on vient vérifier l'information et non des médias, quand ils diffusent l'information, on doute et on va chercher à vérifier au niveau des médias traditionnels. Donc nous devons acquérir notre crédibilité à travers la qualité des informations que nous diffusons, à travers le sérieux que nous mettons dans le travail que nous faisons. Il a été question au cours de cette présentation d'aller dans la genèse des médias en ligne au Bénin, la genèse de l'Internet d'abord, qui a permis l'implantation du premier média en ligne en 2003. Et depuis ce premier média, quelle a été l'évolution? Les médias en ligne qui évoluaient d'abord dans un contexte de no mass langue où il n'y avait pas une réglementation des médias en ligne jusqu'en 2023 où la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a signé des conventions avec des médias en ligne. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des médias en ligne mais qui fonctionnent dans l'égalité. Cela permet de maîtriser notre secteur et de savoir qui fait quoi et lorsqu'il y a problème, qui interpeller. Cette initiative vient à point nommé selon certains participants qui sortent très émus de la séance de ce mardi 5 novembre 2024. Ce qu'on peut retenir de ma participation au summum de cette année, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur, j'aimerais savoir quel est l'outil de la communication qui pourra me permettre à moi d'atteindre ma clientèle et de les livrer et d'avoir un retour qui me permet à moi d'atteindre mes objectifs annuels que je me suis fixé. Non, je suis tellement content pour le TNT parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que le gouvernement a pris en main les choses et que c'est subventionné à prix d'or. Avec un billet de 5 000 francs, on peut avoir déjà le bouquet. Et de plus, c'est que dans les jours à venir, on aura des bouquets payants qui nous permettra d'avoir des chaînes particulières sur des thématiques précises. Et alors là, c'est un cri de soulagement pour nous. Pour rappel, cet événement de 5 jours est une occasion de partager les perspectives sur la manière dont les médias peuvent s'adapter aux nouvelles mutations et tirer parti de nouveaux canaux tels que les réseaux sociaux, les blogs, les podcasts et les web TV pour élargir leurs audiences. Si j'ai un mot à dire, c'est vraiment de remercier ceux qui ont eu l'initiative de créer l'IMSP d'abord. Créer et ensuite ceux qui l'animent, ceux qui l'ont animé hier, ceux qui l'animent aujourd'hui. Parce que les performances de l'IMSP dépassent nos frontières et nous en avons les échos.
Et la formation qui se donne ici est une formation de qualité. La preuve, à la 9e législature, pour la rentrée en 2023, nous avons beaucoup d'ingénieurs à l'Assemblée nationale. Mais celle-là qui a développé des applications pour nous faciliter la rentrée parlementaire et qui du coup a forcé notre admiration et nous avons été obligés de la recruter en même temps. C'est Attendez Merline qui a fait ici. Elle est extraordinaire. Et elle continue de nous épater. Et on demande, elle a fait où? On dit c'est IMSP. Donc je voudrais vous féliciter, vous encourager à continuer à former des cadres compétents. Et surtout ça. Et qui sont aujourd'hui au service de la nation béninoise. C'est comment faire pour les maintenir, pour qu'ils ne s'en aillent pas. Et c'est ça notre rôle à nous. Mais ça dépend, comme je l'ai dit, ça dépend de comment nous les traitons. Ça dépend de comment nous les payons. Ça dépend de comment nous reconnaissons leurs valeurs. Et je pense que c'est à ça que nous devons travailler pour qu'ils soient obligés de rester sur place pour servir la nation, pour servir leur pays et pour rester à côté de leurs parents aussi dans les vieux jours. Si je prends le cœur, il y a un terme que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu au moins une fois, c'est le terme d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est une anomalie qui fait que la pression artérielle, donc la force avec laquelle le sang circule dans les artères, cette force, elle est anormalement élevée. Nous avons des appareils pour pouvoir mesurer cette force de circulation du sang et la valeur normale, c'est inférieur à 140 sur 90. Nous avons plein de personnes qui circulent dans la ville et qui ont une pression artérielle élevée supérieure à 140 sur 90, mais ils ne le savent absolument pas. Ce sont ces gens-là qui, un beau jour, sans que rien ne l'annonce, vont se lever et faire un arrêt cardiaque. Il y a des gens qui ont le diabète, qui ont un taux anormalement élevé de sucre dans le sang, mais qui ne le savent pas. C'est pour ça que nous, les médecins, nous insistons sur ce que nous appelons le dépistage. Si le patient présente un facteur de risque et qu'il ne le sait pas, il va faire un arrêt cardiaque. Mais le jour où il va faire un arrêt cardiaque, le citoyen lambda va penser que l'arrêt est survenu ce jour-là, alors que c'est un processus qui évolue depuis des mois, des années, sans que le patient en soit conscient. Malheureusement, il y en a certains qui en sont conscients et qui ne font absolument rien, qui ne suivent pas les recommandations des médecins, qui se disent « bon, moi j'ai rien, c'est la tante du village », mais qui ont la désagréable surprise d'en subir les conséquences. Donc, quelles sont les causes? C'est rien de compliqué. C'est l'hypertension artérielle, le diabète, le taux anormalement élevé de lipides, de matières grasses dans le sang, ce qu'on appelle le cholestérol. C'est la consommation du tabac. Je ne dirais pas consommation anormale de tabac. Consommation de tabac, parce que personne ne devrait fumer. Personne ne devrait fumer la cigarette. Personne ne devrait fumer la chicha. Ce n'est absolument pas un élément d'aisance sociale, mais c'est un élément de maladie. C'est un facteur qui cause des maladies. D'accord? Personne ne devrait fumer. Dans le même temps, on dit, pour l'alcool, il faut, si vous en avez envie, le consommer de façon très modérée, très légère. Dans le cas du tabac, le discours est plus ferme. Il ne faut pas toucher au tabac. Il ne faut pas fumer la première cigarette. Parce que quand vous la fumez, vous ne pouvez pas maîtriser ce qui va se passer après. Vous en fumerez la deuxième
Vous en fumerez la 3e et après, vous allez être absolument dépendant. D'accord? Il y a l'absence d'exercice physique. Nous devons tous faire du sport. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'il faut faire 30 minutes de promenade à pied par jour. Ce n'est pas, il ne faut pas du tout en faire en semaine et se tuer en salle de gym le week-end. Non, absolument pas. On met aussi le coup du boulot, des occupations. Oui, voilà. enfin, l'OMS n'a jamais dit, vous devez faire les 30 minutes en une fois. Vous pouvez, dès que vous en avez la possibilité, faire 5 minutes, 10 minutes. Après, si vous avez la possibilité, vous faites encore 10 minutes. Mais à la fin de la journée, il faut avoir fait au moins 30 minutes de promenade à pied. Vous pouvez vous organiser comme vous voulez. C'est comme se brosser les dents. Vous n'allez pas me dire, mais docteur, je vais pas me brosser les dents lundi, mardi jusqu'à vendredi. Et si je le fais samedi, j'ai déjà réglé tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, c'est des messages qui sont simples. Et si ces messages-là sont respectés, il y a un grand groupe d'arrêts cardiaques qu'on va éviter. La tension reste tendue au Mozambique après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 9 octobre, donnant vainqueur Daniel Chapo, le candidat du Frélimo au pouvoir. Face à la vague des violences post-électorales qui ont déjà fait une dizaine de morts, le président sortant a appelé mardi à la fin des manifestations. Philippe Nyusi a dénoncé notamment la destruction des infrastructures publiques. Après avoir contesté le verdict de la commission électorale dans la rue, Podemos a déposé un recours devant la justice. Cette formation politique soutenant le candidat Venancio Mondlane dénonce des fraudes électorales présumées. Les résultats des élections du 9 octobre publiés par la commission électorale indépendante créditent Daniel Chapo de plus de 70% des suffrages, mais ils doivent encore être confirmés par le Conseil constitutionnel. Une visite officielle pour renforcer les liens entre le Kenya et la Chine. Le président kényan William Ruto a accueilli Li Chi, secrétaire de la commission centrale de discipline du Parti communiste chinois, à la résidence d'État de Nairobi. Les deux pays souhaitent renforcer leur partenariat à travers des projets de développement en Afrique. Lors des discussions, William Ruto a affirmé son soutien à la Chine et encouragé une coopération étendue à l'ensemble du continent africain. Le Kenya, je peux vous assurer, est engagé à promouvoir ce partenariat à travers l'Afrique et également à soutenir la politique de la Chine unique. William Ruto a aussi demandé à la Chine de soutenir la candidature du Kenya au BRICS, groupe des grandes économies émergentes qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce rapprochement pourrait aider le Kenya à équilibrer ses relations entre l'Orient et l'Occident et l'ouvrir de nouvelles perspectives en Afrique de l'Est. Après une visite au Nigeria, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy est arrivé mardi en Afrique du Sud pour rencontrer son homologue Ronald Lamola. Cette visite marque le premier déplacement d'un ministre travailliste en Afrique en 14 ans. Un nouvel accord de développement bilatéral est en discussion alors que le Royaume-Uni affiche clairement ses ambitions en Afrique. Le Royaume-Uni soutient depuis longtemps l'idée que l'Afrique mérite une représentation au Conseil de sécurité des Nations Unies et je souhaite mieux comprendre si la récente position est soutenue par d'autres membres du Conseil de sécurité, en particulier la Russie et la Chine. Ce plan vise à renforcer la coopération entre Pretoria et Londres dans des domaines stratégiques tels que l'économie, l'énergie verte et la sécurité. Le Royaume-Uni cherche à élargir son influence sur le continent en misant sur des partenariats économiques et des initiatives de développement en consolidant ses propres intérêts géopolitiques. Le prince William en Afrique du Sud pour une visite axée sur l'environnement.
À Cape Town, il a rencontré plus de 100 jeunes écologistes pour discuter des défis environnementaux et rappeler leur rôle dans la lutte contre le changement climatique. Il a aussi présenté le prix Airshot, conçu pour soutenir les innovations écologiques. Nous avons ici dans cette salle les futurs agents du changement. Vous êtes les leaders, vous êtes ceux qui feront la différence dans les années à venir. Le prix Airshot est votre plateforme. Utilisez-le comme vous en avez besoin. Appropriez-le, modifiez-le, jouez avec, transformez-le en quelque chose de nouveau. Utilisez-le pour accomplir ce que vous devez faire. Nous croyons en vous. Vous allez changer le monde. Lancé en 2020, le prix Airshot décerne chaque année 1,2 million de dollars à 5 projets innovants. Mercredi soir, le prince William remettra ses prix aux lauréats pour leurs idées en faveur de l'environnement. Il participera également à un sommet mondial sur la faune, visitera un jardin botanique et ira à la rencontre des pêcheurs locaux. En visite en Afrique du Sud pour célébrer son prix Airshot, le prince William a été reçu par le président Cyril Ramaphosa à Cape Town mardi. Créé en 2020, ce prix récompense les initiatives de durabilité environnementale à travers le monde. Pour cette visite de 4 jours, le prince de Galles a rencontré divers acteurs locaux engagés dans des projets de conservation, d'énergie durable et de préservation des ressources naturelles. Cette visite s'inscrit dans un agenda stratégique alors que le Royaume-Uni cherche à élargir son influence sur le continent en priorisant des partenariats économiques. Cette stratégie intervient alors que des discussions de plus en plus vives émergent en Afrique sur les réparations liées à l'esclavage et au colonialisme. Les voix réclamant une reconnaissance des injustices historiques et des réparations se multiplient. De plus, la présence britannique est également au cœur des discussions. Il s'agit de la première visite du fils de Charles III en Afrique du Sud. Sa dernière visite en Afrique remonte à 2018. Des ouvriers érigent des barrières de sécurité à Washington alors que le pays doit élire mardi son prochain président. Les services de renseignement alertent, la Russie et l'Iran pourraient envisager d'encourager des manifestations post-électorales violentes aux États-Unis. Alors que les Américains attendent avec impatience le résultat de cette course présidentielle historique, Washington se prépare au pire. Le district de Columbia se prépare à une nouvelle attaque violente des partisans de Donald Trump si ce dernier perd face à Kamala Harris. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le complexe de la Maison-Blanche ressemble à une forteresse. Une clôture en métal noir de plus de 2 mètres de haut a été ajoutée aux mesures de sécurité déjà strictes. Les autorités fédérales et locales craignent des scènes rappelant l'assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier 2021. Ce jour-là, une foule pro-Trump avait saccagé les couloirs du Congrès alors que le président de l'époque répandait des mensonges sur sa défaite électorale. Aujourd'hui, Trump a déjà commencé à remettre en question l'intégrité du vote avant même que les bulletins ne soient comptés, en particulier en Géorgie. Dans cet État du Sud, les hauts responsables électoraux républicains et les tribunaux ont démenti les accusations de fraude, mais cela n'a pas empêché Trump de les répéter, ce qui a créé une atmosphère de suspicion et de haine. L'élection se déroulera-t-elle dans le calme? L'Amérique retient son souffle. Stefan Grobe, Euronews, Washington. Les votes sont dépouillés dans la plupart des États américains et les résultats tombent au fur et à mesure. Il faudra attendre pour connaître le vainqueur entre Kamala Harris et Donald Trump en raison des délais de traitement des votes par correspondance. À Palm Beach, en Floride, Donald Trump était confiant après avoir voté sous haute protection policière. Je suis très confiant. Nous avons pris une avance considérable aujourd'hui et il semble que les républicains se soient fortement mobilisés. Quelques heures après son vote, Trump a suscité la polémique en affirmant sur son réseau Truth Social qu'il y aurait une fraude massive à Philadelphie sans fournir de preuves. Les commissaires électoraux de Philadelphie, Omar Sabir et Seth Bluestein, ont rapidement rejeté ces allégations. Nous avons eu une belle journée, une belle élection. Les rapports que j'ai reçus font état d'un taux de participation élevé.
Je tiens à préciser que les élections à Philadelphie sont sûres, simples et sécurisées et qu'elles l'ont toujours été. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de fraude. Ce n'est pas parce que les gens disent des choses qu'elles sont nécessairement vraies. Nous l'avons appris en 2020. Notre équipe travaille dur pour offrir aux citoyens américains l'élection qu'ils méritent. Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a également assuré qu'aucun signe de fraude n'avait été constaté dans l'État. Les autorités locales ont insisté sur la transparence du processus, rappelant que toutes les plaintes avaient été traitées sérieusement. Pour l'heure, Donald Trump est donné vainqueur dans 23 États contre 11 pour Kamala Harris. Donald Trump s'est proclamé vainqueur de la présidence américaine et les réactions des leaders mondiaux affluent. En Europe, le président français Emmanuel Macron se dit prêt à travailler ensemble avec Trump, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz évoque une coordination étroite. Le Premier ministre britannique Keir Starmer salue une victoire historique et le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère que cette victoire favorisera une paix juste. Hors Europe, la Chine a exprimé son souhait d'une coexistence pacifique. Enfin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué un retour historique de Donald Trump.